Le grêlé, le surnom donné à un insaisissable violeur et tueur en série à cause des marques sur sa peau évoquées par ses victimes. Pendant 35 ans, il avait tenu en échec la brigade criminelle de Paris et pour cause, l'homme était lui-même gendarme, puis policier. Un père de famille insoupçonnable, rattrapé toutefois par son ADN l'an dernier. Son incroyable double vie est aujourd'hui racontée dans un livre. Chloé Gibert, Jérôme Régali et Frédéric Pilar. Dans ses précieuses archives criminelles, Patricia Tourangeau a toujours un dossier à portée de main. Ma boîte rouge, là, le Grêlé Cold Case, elle est ouverte depuis longtemps. Cela fait plus de 30 ans que la journaliste suit cette enquête unique. Il vivait tout le temps, ces dossiers-là. C'est une telle énigme que ça me passionne. Dans cette boîte rouge, il y a l'histoire terrifiante d'un homme aux deux visages. Un père de famille insoupçonnable et un violeur tueur en série. L'enquête criminelle sur le Grêlé démarre au printemps 86 avec l'assassinat d'une petite fille de 11 ans. Cécile Bloch est violée et étranglée dans le sous-sol de son immeuble dans le 19e arrondissement de Paris. Son frère aîné a pris l'ascenseur avec le meurtrier et grâce à son témoignage, les enquêteurs dressent un premier portrait robot. Avec un visage un peu de premier communiant et une particularité, c'est qu'il a des boutons sur la peau, mais des boutons genre variole. Ce portrait robot diffusé dans la presse va être baptisé par François le Grêlé. L'homme a déjà violé une autre fillette de 8 ans 2 mois auparavant dans cet immeuble du 13e arrondissement. Les années suivantes, le Grêlé sévit dans l'ombre et laisse peu d'indices aux enquêteurs de la brigade criminelle. On avait son ADN, on avait son groupe sanguin, on avait approximativement son âge, on avait sa taille. C'est surtout son équipement qui intrigue. Dans les éléments, il y avait le fait qu'il avait une arme, réelle ou factice, on ne savait pas, le fait qu'il avait des menottes, le fait qu'il avait présenté une carte qui était probablement, enfin qui pouvait ressembler à une carte de la gendarmerie. En 2001, les progrès de l'ADN permettent aux enquêteurs de relier le Grêlé à un double meurtre de 1987. Irmgard Müller, babysitter allemande de 20 ans, et l'homme qui l'employait, avaient tous deux été retrouvés étranglés dans un appartement du Marais. On s'est aperçu qu'on avait un tueur en série, sans nul doute. Grâce à l'ADN, les enquêteurs peuvent imputer au Grêlé 6 viols et 3 meurtres jusqu'en 1994. Puis subitement, plus rien. L'homme s'est comme volatilisé. On finit par se demander s'il n'est pas mort. Aucun des enquêteurs ne peut imaginer que ce type ait arrêté de tuer. Mais dans la boîte rouge, il y avait encore de la place pour l'incroyable dénouement. Le 29 septembre 2021, un homme de 59 ans est retrouvé mort dans cet appartement au Grau-du-Roi. Il s'est suicidé en absorbant des médicaments après avoir laissé une étrange lettre pour sa femme. Ma chérie, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dû partir. Je traînais une rage folle qui a fait de moi un criminel. Il me fallait détruire, salir, tuer quelqu'un d'innocent. J'ai pu être libéré de ces profondes obsessions, mais je ne pouvais effacer le passé. Le système judiciaire m'a rattrapé. L'auteur s'appelle François Vérove. C'est un ancien motard de la police et de la gendarmerie. Ce jour-là, il était convoqué au commissariat pour un simple prélèvement ADN. Les enquêteurs et la nouvelle juge finissent par se dire que le Grêlé est un gendarme passé dans une caserne de la garde républicaine à Paris en 87. Et ils font lister au départ 2000 gendarmes, ensuite ils resserrent à 750. Parmi eux, un certain François Vérove. Son ADN est analysé, il est le Grêlé. Une fois que François Vérove est identifié, donc 34 ans plus tard, on voit qu'il ressemblait énormément à ce portrait robot. Mais à l'époque, le tueur est un fonctionnaire insoupçonnable et pour Denis Jacob, un collègue respectable. Ça a été le choc. Et jamais on pouvait faire le rapprochement. Les deux policiers syndicalistes se sont vus presque tous les jours pendant 4 ans. Mais François Vérove n'a rien laissé paraître, sauf une fois. C'est un jour où il était arrivé particulièrement énervé et très livide de peau, tremblant, avec un peu d'écume au bord des lèvres quand il parlait, à la fois pas bien mais énervé.
sans expliquer la raison. S'en est suivi une période d'arrêt maladie. En 2001, François Vérove est muté dans le sud de la France, les Bouches-du-Rhône, puis l'Hérault. 10 ans s'écoulent avant qu'un grave accident de moto le pousse peu à peu vers la retraite. On voit qu'il est appuyé sur sa canne. À Prades-le-Lez, Patrick Idelman l'a souvent croisé et photographié pour le journal local. Il s'intéressait à la vie de la commune, aux différents événements qui avaient lieu dans la commune. C'est quelqu'un d'avenant, d'agréable. Il était un peu autoritaire, effectivement. Des fois, il avait peut-être des réactions tranchées. Mais jamais rien qui laissait penser qu'il pouvait avoir commis des choses pareilles. Un voisin idéal, père de 2 enfants, à qui le maire du village, Jean-Marc Lucère, avait même proposé une place sur sa liste aux élections municipales de 2014. J'ai travaillé en tête-à-tête avec François. Hein. Il m'a offert un café, et il a été dans mon dos sans que je le regarde. Et ça a été le cas de d'autres personnes du conseil municipal. Ça peut faire froid dans le dos, mais non, il s'est comporté de façon parfaite, hein, enfin très correcte. Dans sa lettre posthume, François Vérove affirme avoir guéri après 1997, comme une seconde vie, dans laquelle il aurait été irréprochable. Je n'ai pas connaissance de tueur en série qui se soit volontairement et définitivement arrêté. Ma conviction, c'est que son parcours criminel a été beaucoup plus important que ce qu'on pense aujourd'hui. Moi, il me paraît certain que François Vérove a pu commettre d'autres crimes, viols ou assassinats entre 1994 et 1997. Et moi, sur ma boîte rouge, ça reste le grêlé cold case. Aujourd'hui, Patricia Touranchot a fait de son enquête un livre, mais sa boîte rouge n'est pas encore prête à rejoindre la cave.